Bonsoir à tous et bienvenue. On aura du Neymar dans la rivière. Neymar fait-il plus de mal que de bien au Paris Saint-Germain? Tout est parti d'un article de notre camarade Grégory Schneider dans Libération. Il a eu les honneurs d'être invité chez Yann Barthès dans le quotidien. Extrait, débat aux alentours. Et aux alentours de 23h. Le sondage du soir, donc, c'est la question suivante. Neymar fait-il plus de mal que de bien au Paris Saint-Germain? Compte Facebook de l'équipe du soir ou site l'équipe pourrait répondre et y participer. Ce soir, le président et le président du lundi, qui vient le jeudi, le président à vie, Didier Roustan. Bonsoir, président. Bonsoir. Ça va? Ça va. La tigresse est là? La tigresse belle croquée. Les chroniqueurs. Bonsoir, Vivian Gomez. Salut, Mémé. Le Bikers est là. Le Bikers, c'est Philippe Sanfour. Voilà. Ok, très bien. Ça démarre bien, quoi. Père Rio, vous avez peut-être passé à confesse ou voilà. Très bien, tout va bien. Bonsoir mon cher Johan. Et on m'indique déjà un premier incident technique dans cette émission. Éric Blanc, vous êtes équipé mais votre micro ne marche pas. Alors faites coucou comme ça. Faites un test, on va faire le test. Oui. Test. Vous avez coupé le micro? Ah, vous avez Vous m'entendez? Non, j'ai rien touché. Non, rien. Regarde, c'est allumé. Je suis en relation avec la régie. Houston, il y a un problème. Quel Non, mais- problème? Je pense qu'en régie. Rouge, c'est éteint. Vert, c'est allumé. Non, c'est pas un feu rouge. Non, rouge, c'est allumé. Je file rouge. Vas-y. Voilà, on va venir vous régler le problème. J'aurais aimé. Non, on vous entend pas. On vous entend pas, mais, Non, mais on va- peux le dire. on va- Aux téléspectateurs, j'aurais aimé que vous me fassiez le passillo. Vous pouvez m'applaudir. D'accord. Ok, Non. on n'est plus dans les T'es axes Zidane, caméra. quoi. Là, t'es Zidane, vous ne faites pas. Ok. Merci, à minima, quand même. Au moins, merci. Voilà. Alors, le monsieur a demandé un passillot pour le titre de champion du Barça. Voilà. Ouais, Voilà. merci. beaucoup. Vous êtes sportif. Non, en plus, c'était demandé comme ça de manière extrêmement spontanée. Mais ça marche pas. Ils viennent ou pas? Oui, ils vont, vous inquiétez pas, ils vont arriver aux alentours de minuit. Ben Arfa, contre 700 000 €, il se passe donc décidément toujours quelque chose dans ce club de dingue. En coulisses, ça discute des primes d'objectifs avec donc championnat, les 2 coupes nationales remportées. Les camarades syndiqués, Thiago Motta et Thiago Silva, représentants des joueurs, souhaitaient que Hatem Ben Arfa touche, comme les autres joueurs, les primes s'élevant, on va dire, à peu près autour de 700 000 €. Le Paris Saint-Germain, qui est en conflit avec le joueur, refuse. Alors, Ben Arfa ne touchera pas de prime cette saison. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord ou pas d'accord avec Paris? Vous pouvez rentrer, mon cher Raphaël, c'est de la télé, ne vous inquiétez pas, vous êtes chez vous. Alors, on va changer de micro. D'accord ou pas d'accord Moi, je avec suis Paris? pas d'accord. Pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Didier, moi, vous m'avez dit, franchement, non, mais Ben Arfa, il n'a rien fait cette année. Il a touché son argent. Je suis d'accord, je vois pas. Ce sont des primes par rapport aux matchs remportés, aux titres remportés et Alors, tout. Il n'a pas fait une minute de jeu, Ouais. je vois pas pourquoi il toucherait 700 000 €. Mais bon. Mais Didier, Moi, je suis pas d'accord il avec s'est ça. quand même entraîné, tu vois, il s'est quand même entraîné tous les jours. Ah d'accord, tu t'entraînes, donc tu as des... Ouais, mais il faisait des partie primes. comme du groupe, et Mais moi, c'est je des primes de match et des primes Non, c'est une prime pour le titre de champion. C'est Oui. pas des primes de match. C'est des primes d'objectifs Et parce qu'il n'y a pas de prime de match. C'est D'accord, oui, mesquin d'accord. de la part du PSG jusqu'au bout. Je pense qu'ils ont traité ce dossier n'importe comment depuis le début et jusqu'au bout, et qu'ils font preuve d'un manque de classe qui ne les grandit pas. Et quand on parle de l'institution, du club, de la culture, ça c'est typique d'un club qui n'a pas la culture du foot et du sport. Quand un joueur s'entraîne toute la saison, quand tous ses coéquipiers vous disent qu'il mérite la prime parce qu'il était là tous les matins à l'entraînement, parce qu'il a donc participé à ce que l'entraînement du PSG soit de grande qualité, puisque c'est quand même un joueur qui a le niveau de faire un bon sparring partner dans un entraînement, et que son capitaine et que des cadres du vestiaire réclament la prime pour lui en disant il a été exemplaire pour nous au quotidien dans l'état d'esprit, et ben le club doit considérer que le titre de champion il est pour tout le monde. Et ça, le fait de continuer à jouer comme ça la mesquinerie avec Ben Arfa, c'est pas digne. Ben Arfa n'a pas été non plus se moquer devant tout le monde, devant ses Il coéquipiers. gagne combien par an, Ben Arfa? 10 millions. Non mais là on est sur autre chose. je pose une question. Non mais ça c'est de la démagogie. Il gagne ce qu'on lui a donné non, mais c'est pas dans de la son démagogie. contrat. Il a eu un Je veux contrat dire. qu'il a signé. Il mais n'a c'est pas pas la peine braqué de- le club. ne crie pas, ça Non mais va. le PSG lui a Écoutez. donné un contrat. Non, alors je te donne ma position. Le PSG lui a donné un contrat. Ouais. Lui, manifestement, il s'est comporté d'une certaine manière, alors que bon, il trouvait qu'il n'avait pas spécialement le niveau. Ils l'ont mis à certains postes, tout ça et tout. Ça a commencé un peu à poser des problèmes. Il y a eu des retours comme quoi aux entraînements, il n'était pas une motivation extrême. Il est arrivé avec 7 kilos de trop et tout. Mais bon, passons. Après, il y a eu, paraît-il, cet incident avec l'émir. Alors là, ça dépasse le cadre et tout. Et au bout d'un an, ils se rendent compte que ça ne marchera pas et que c'est pas la peine de rester puisqu'il va pas jouer. Bon. Voilà. Donc lui,
ou il reste. Et à partir de là, il suit les entraînements, même si c'était un poids, évidemment, pour le club, pas sans doute pratique, pour Emery, pour le reste et tout, puisque tu sais qu'il va pas jouer. Bon, je veux dire, mais par rapport au contrat, Nini, il doit s'entraîner avec les professionnels, etc. et tout. Lui, il préfère garder son argent et s'entraîner. Très bien. Eux, ils auraient préféré le transférer, mais c'est pas possible. Pourquoi pas des deux côtés? Moi, il a peut-être ses raisons de rester. Il touche son argent, etc. et tout. Eux, ils sont bloqués. Tant pis pour eux. Il fallait y penser avant de le faire signer ou des choses comme ça. Okay. Mais après, juste participer aux entraînements et qui jouent le jeu aux entraînements et les 700 000 euros, ils sont quand même par rapport à des titres gagnés, puisqu'il n'y a pas, si j'ai bien compris, de prime de match, 10 000 euros, tout. Il y a, vous gagnez la Coupe de France, grosso modo, ce sera ça. Vous gagnez la Coupe de la Ligue, grosso modo, ce sera ça. Le championnat, ce sera ça. La Ligue des Champions, vous avez machin. Et 700 000. Et il fait pas une minute. Il a 10 millions d'euros. Enfin, je veux dire, il pas machin. Ça me paraît pas. Il s'est moqué d'eux régulièrement, quand même, un peu, sur les réseaux sociaux, tout ça et tout. Et ça le regarde et tout. Je vois pas en quoi c'est mesquin et je vois pas ce que l'institution a à voir là-dedans. Et je suis pas sûr que dans les grands clubs, il aurait les 700 000 euros. Test, micro, non, mais c'est bon, tout va bien. Bon. Il faut savoir quand même qu'il est arrivé libre, il a pris, on m'a dit, 10 millions et son salaire est payé. Donc sincèrement, moi ça me fait rire quand même que les gros cadors lèvent le doigt maintenant. Mota et Silva. Oui, c'est la fin de saison, il voulait peut-être pas perturber, mais il y a eu quand même des soucis avec lui à gérer. Mais sincèrement, ils sont 20, ça fait 35 000 euros chacun. Ils peuvent les donner à Ben Arfa, mais ils le feront pas. Non, mais là, c'est pas une question, en fait, une question d'argent, c'est pas que ça. Non, mais je sais, mais c'est des mélancolies à la gomme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu as envie de rentrer, fais des choses. Bon, mais faut être sérieux, il gagne quand même 10 millions, comme les voies sur barge. Rien à circuler. Il a pris assez d'oseille. Il n'a pas voulu partir. Il a été payé pour venir aux entraînements. Il fait pas partie. Aucune feuille de match. Tu vas quand même pas commencer. Et là, c'est pas pour défendre les Qataris, les gros actionnaires, propriétaires. Ok, ils sont peut-être pas 700 000 euros, mais dans l'esprit, ils n'ont pas à lui donner. Je pense sincèrement. On conclura ce débat parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire ce soir par Philippe Sansfourche. Sur la question de l'argent, je suis d'accord qu'il n'a pas besoin de ça, et que c'est même un peu indécent d'imaginer que ce soit un dû alors qu'il n'a pas joué. Peut-être que lui, il les a pas demandés aussi, d'ailleurs. Non, je ne crois pas d'ailleurs. Les grands syndicalistes, ça part d'un bon sentiment. Maladroit de sa part et il n'est pas tombé dans cette erreur-là. Maintenant, ce que disait Mélisande sur la culture de ces primes de fin de saison, on sait que régulièrement, les joueurs mettent aussi à disposition du personnel, des magasiniers. Enfin, c'est tout le monde qui prend. Ils prennent combien le magasinier? 700 000 euros? Non, bien sûr. Mais là, alors, moi je suis d'accord avec Eric, les grands syndicalistes qui trouvent qu'il y a une forme d'injustice et tout, donner 10 000 euros chacun. Faites un Benarfarton. Voilà, ce soir, je lance le Benarfarton. Il ne peut pas payer sa femme de ménage à bagnole, son appartement, il y a là. On est à côté du débat. Appelle-moi Benarfa. Qui touche 10 balles, c'est pas le problème. Mais c'est le fait de mettre un point d'honneur à ce qu'il est zéro. C'est-à-dire aller au bout de l'humiliation qu'ils lui ont fait subir depuis maintenant un an. Il n'a pas joué parce qu'ils l'ont écarté, pas parce qu'il n'était pas bon. L'extérieur, le PSG Après le mot humiliation, se met encore dans une situation où il va être jugé alors que c'était facile de laisser... mais c'est quoi? Juste 700 000 euros? Finalement, puisque tout le monde dépense 700 000 euros. Parce que tu dis les magasiniers, les choses comme ça, qui va donner aux magasiniers? Les joueurs qui touchent les 700 000 euros. Encore une fois. Alors que ces joueurs-là donnent effectivement chacun 10 000 euros. Je pense qu'il n'a pas touché la même chose qu'un joueur qui a fait 40 matchs. On est d'accord. Alors ça commence où, ça machin ou quoi? Qui se débrouille entre zéro, je trouve qu'il y a une forme d'humiliation volontaire qui écoute, des humiliations comme ça, putain, j'espère que plein de gens vont être humiliés de la sorte. Et une dernière chose. Peut-être pour d'autres choses. Il y a peut-être une humiliation, je veux bien, mais pour ça, là, je vois pas. Ok, mes petits. Deuxième question du soir. L'OM chez Aulas. Bernard Tapie en interview aujourd'hui dans la Provence. Alors que la majorité pense que les clashs à répétition entre les deux présidents, Jacques-Henri Hérault et Jean-Michel Aulas, mettent de l'huile sur le feu et rendent des débordements envisageables pour la finale de mercredi soir en Ligue Europa à Lyon, eh bien, Bernard Tapie prend, on va dire, la majorité à contre-pied. Ce contentieux entre les deux présidents n'est qu'un simple épisode entre deux dirigeants. Il est donc normal que le président de l'OM monte au créneau pour marquer lui aussi son territoire. Mais ça, c'est leur match à eux, entre supporters, mais pas question que ça dégénère. Alors le clash Aulas-Hérault, vraiment sans conséquence sur le comportement des supporters. Deux chroniqueurs sur ce plateau ne sont pas d'accord, mais j'ai l'impression que ça va être le fil rouge de la soirée. On va pas être d'accord. Jingle.
Philippe, vous m'avez répondu oui, vous êtes tapiesque dans votre réponse. Non pour Johan Rioux. Oui, je suis surpris, parce que c'est plutôt, on va dire, un point de vue plutôt original, en dehors de la majorité. Philippe, on vous écoute. Original, je dis pas qu'il n'y aura pas d'incident et je dis pas que la tension n'existe pas entre les deux clubs et entre les supporters. Je dis simplement qu'elle existait avant, qu'elle existera après. Elle existait avant ces présidents-là. Jean-Michel Aulas, il concentre beaucoup de griefs, que ce soit avec Saint-Etienne, avec le PSG, avec l'OM. Dans ce contexte, l'OM qui va disputer une finale à Lyon, de toute façon, ça aurait été tendu. Maintenant, ça, c'est un épiphénomène, je trouve. Ça vient se rajouter à une somme de choses. Quand ils ont fait leur chanson, on va aller à Lyon et on va tout casser, ils n'ont pas attendu que les présidents en parlent. Ils l'ont fait tout seuls. Non pour Johan Rioux. Mercredi, c'est un jour hyper important pour le football français. Ça doit être une fête, ça doit être une immense joie. Et là, depuis le 18 mars, depuis ce maudit OM-OL, c'est le bordel. C'est de pire en pire. Franchement, Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Hérault sont indignes. Ils sont indignes d'être président d'un club de foot. C'est des collégiens. C'est pire que des collégiens, parce que les collégiens se comportent mieux qu'eux. Ils sont indécents. Et s'il y a des incidents mercredi, forcément, on dira qu'à un moment donné, ça a été de leur faute. Parce qu'ils ont mis de l'huile sur le feu. T'as les supporters marseillais qui sont heureux, qui sont en pleine joie, mais qui sont remontés à bloc. Ils sont chauffés à blanc et en plus eux ils rajoutent jour après jour, c'est indécent. Johan Rioux face à Philippe Sansfourche. Qui pour vous a convaincu, compte Twitter de l'équipe du soir arbitrage, le président Roustan? Alors pour certaines choses, on a l'habitude de dire que toutes les planètes sont alignées, et là, toutes les planètes sont décalées, parce que depuis ce match, déjà, c'est incompréhensible que tu mettes 1 mois et demi pour pouvoir trancher. Après, les deux présidents s'accrochent, mais comme dans tous les grands championnats du monde, tu vois, les deux championnats, des équipes un peu majeures, ou très connues, ou trucs, je mets le PSG de côté, tu vois, voilà. Le rival en tout cas pour les mêmes places, là. Voilà, vraiment... c'est vrai que Jean-Michel Aulas, comme tu l'as dit, c'est pas les premières tensions, tu vois, avec un président aîné. C'est sûr que Jean-Michel Aulas est vert de rage que l'OM, dans son Groupama Stadium, il aurait voulu voir Lyon ou une autre finale. Et à la limite, c'est humain, quoi, le grand rival. Enfin, en ce moment, puisqu'il y a cette rivalité par rapport au podium, si une équipe était 12e, parce que la rivalité Marseille-Lyon, moi, je la vois pas trop dans l'histoire du football français. Enfin, il y a eu un peu avec Valbuena. Oui, mais parce que... On sent qu'elle s'est installée. Il y a eu Diouf Aulas. Ouais, c'est parce que Aulas a besoin d'exister depuis l'arrivée du PSG qui prend tout, quoi. Surtout parce que sportivement, vu que le PSG est hors catégorie. Le classico OM-PSG, finalement, on voit que chaque année, Oui, et comme eux, ils ont eu... Voilà, ça se goupille mal. Les deux dirigeants, si tu veux, ça s'ajoute. Mais je pense que c'est, voilà, une étape de plus. C'est sûr qu'il n'y aurait pas eu OM-OL, il n'y aurait pas eu on ne serait pas inquiet par rapport à certaines choses mais la place, mercredi. Mais là, excusez-moi, président, la place des présidents là-dedans, dans ces planètes alignées. Mal alignées, parce que cette crise entre les deux, si tu veux, elle tombe mal. Elle aurait eu lieu il y a 6 mois ou dans 6 mois. Il y a toujours eu ça dans le football français, dans les autres footballs aussi, entre grands dirigeants, ça peut arriver et puis on n'en parle plus. Là, c'est un problème de timing, de circonstances. Mais quand Bernard Tapie dit, c'est juste de dire... Ah, Bernard Tapie au téléphone. Alors. Non, mais non, justement, non. Mais autre sujet de crispation. Le quota de places allouées par l'UEFA à l'Olympique de Marseille, 11 500 places allouées. On a le responsable d'une association, donc c'est Michel Tonini, le patron des Yankees. Bonsoir Michel. Bonsoir à tous. C'est un peu un sujet de galère et de crispation parce que je vous ai eu au téléphone. Est-ce que vous pouvez nous expliquer maintenant, là, c'est quoi concrètement, en tant que président de l'association des Yankees, le problème à gérer pour vous, Michel? Alors, avant de commencer, un petit bonjour à Johan Rioux, qui est venu m'interviewer un jour au local et que je trouve un mec génial. D'accord. Un petit bonjour aussi à votre président qui a été aussi président de l'OM TV et qui devrait un peu mieux parler de l'OM de temps en temps. Ah bon, voilà autre chose. Mais j'ai pas été président de l'OM TV, j'étais commentateur, cher ami. Oui, mon petit. Non, mais t'inquiète pas, je parle de tout le monde de la même façon, mais comme vous êtes d'une paranoïa, comme tous les supporters... Je t'aime moi aussi. Non, mais il n'y a pas de problème. Bon, Michel, après cette petite salutation, c'est quoi concrètement le problème? Parlons de la crispation, voilà. La crispation. Mais la crispation, c'est quoi? C'est que, en fait, nous avons aujourd'hui un organisme qui s'appelle l'UEFA, qui est à l'image de tous les organismes du football, mais qui s'appelle LFP, 3F, FIFA, ou je ne sais pas encore quel nom,
qui continuent à considérer que nous sommes les cochons de payants et qui n'avons, nous, comme seul droit que de fermer notre gueule. Et aujourd'hui, comme la finale est à Lyon, malheureusement, si elle avait été à Kiev, notre finale, ils seraient encore en train de vendre des places sur leur site. Mais comme c'est à Lyon, c'est central, et que l'Europa League, c'est aussi une finale de Coupe d'Europe, et qu'il y a l'Olympique de Marseille au milieu, on nous donne que 11 000 places. Malheureusement, tous les autres clubs qui ont rendu leurs places, au lieu de les donner à l'OM et à l'Atlético, à la limite, ils les ont revendus sur leur plateforme. Et moi, aujourd'hui, je me fais insulter par mes membres parce que j'ai pas de quoi servir tous mes membres. Vous avez combien de membres dans l'association des Yankees? 3000? 4500 membres. Et combien de places pour la saison des Yankees? 1000? 1000 places. Ouais. Et moi, je suis obligé d'arbitrer. Parce que il faut pas oublier que l'Europa League, les premiers matchs, le stade était vide. On s'est payé des déplacements dégueulasses. Et tous ces gens qui ont fait des déplacements à Donzal, à Ostende, à Salzbourg, premier match à domicile Salzbourg, il faut pas oublier que les trois quarts du stade étaient vides. Alors la demi-finale, bien sûr, le stade est plein. Mais par contre, en poule, le stade était vide. Et tous ceux parmi mes membres qui ont fait tous les matchs à domicile, dans ces matchs de merde, considérés comme matchs de merde, hein, et tous les matchs à l'extérieur, comme pour aller se qualifier pour la finale, je suis un peu obligé de leur donner la priorité. Michel, si on avait eu les places normales, 30 000 places, la moitié du stade, allez, 25 000 places, j'aurais pu faire plaisir à tous les Yankees. Là, aujourd'hui, je suis obligé d'arbitrer, mais c'est pas normal. C'est pas normal parce qu'il y a des places qui sont vendues sur des plateformes au marché noir. Michel, j'avais deux questions en une et on n'a plus que 30 secondes pour se parler parce que je vais être obligé de lancer la pub, je suis désolé. Donc ça va développer le marché noir, mais encadrer les supporters, est-ce que c'est plus facile quand on voyage comme ça avec une association parce que nous, on s'interroge beaucoup sur la sécurité. Oui, si on avait fait une finale à Milan ou à Barcelone, on ne se poserait pas la question. Et là, on va à Lyon, vous savez quoi, on fait une finale de Coupe d'Europe pour l'Olympique de Marseille dans des conditions de sécurité d'un match de championnat. Et pour nous, c'est vraiment très frustrant. Ok. Merci beaucoup Michel d'avoir participé à l'équipe du soir. Salutations, bon courage pour la finale et bon courage donc pour ce choix galère avec peu de place donc à distribuer dans votre association des Yankees. Un petit coup d'œil sur le sondage de l'équipe du soir. Tip. Pouf, on me le dit le résultat sondage. Et voilà. Qui vous a convaincu? C'est Yo-Yo. Voilà. Il est imprenable, ça. 60 à 40%. Ouais, on est toujours inquiet. Dans quelques minutes, on fera un comparatif des saisons. Petit bilan. Paris Saint-Germain, Juve. C'est à peu de choses près, la même saison. J'ai une question à rien provoque à vous poser. Il n'y a pas de duel pour l'instant? Tu reviens pas là-dessus, là? Non. Dommage, c'est intéressant. Ouais, on y reviendra demain. Allez. À tout à l'heure. Il va se passer énormément de choses ce soir. Je le sens dans l'équipe du soir. En compagnie d'Eddie Roustan, le président du lundi, qui est venu exceptionnellement, directement, qui s'est téléporté du lundi au jeudi. Dans son ville-peuple, il a découvert un bien sinistre personnage, le biker de l'équipe du soir, Philippe Sansfourche. Éric Blanc a son micro qui est branché. Il a la chemise de OLOM. Ah oui, Ça fait peur. Elle est en vente chez Roustan TV. Dans le blog mes amis, Johan Reynaud et Lisandre Gomez sont là, on est ravis de passer une soirée évidemment avec eux. Paris Saint-Germain, la Juve hier a gagné la Coupe d'Italie. Ouais, 4-0 contre le Milan AC. Une 4e victoire d'affilée, un exploit inédit dans l'histoire de cette coupe lancée en 1922. Ça me rappelle quelque chose. Cette semaine, Paris, mardi, a gagné sa 4e Coupe de France d'affilée, un exploit inédit dans l'histoire de cette compétition. On va continuer le parallèle entre la Juve et Paris. La Juve est pratiquement, pardonnez-moi, sacrée en Italie. Paris a gagné toutes ses compétitions domestiques. Autre point commun, les deux clubs ont été sortis en Ligue des Champions par le Real Madrid. Mais la Juve
a failli créer l'exploit alors que Paris a raté son match retour. Alors l'impact de la saison de C1 sur le bilan général d'une saison, est-ce possible, je propose un théorème, de dire que la Juve a réussi sa saison et pas Paris? Oui, Vous avez oui. une demi-heure. Oui, Moi, non, je non. dis oui. Oui, parce que déjà, la Ligue des Champions, la Juve a eu des moments de grâce. Ce huitième de finale extraordinaire contre Tottenham, à l'aller comme au retour. Au retour, juste comme une petite seconde, ils sont à la rue, ils sont menés 1-0, et à 60e minute de jeu, Allegri fait 2 choix tactiques extraordinaires. Il change le schéma tactique, il change les joueurs, et après, t'as le génie de 2 joueurs, 1-1, 2-1. Donc déjà, t'as une confrontation, le match aller, match retour exceptionnel. Et après, quand même, au match retour à Bernabeu, c'est un moment de grâce, c'est le coup parfait, c'est 1-0, c'est 2-0, c'est 3-0, tu penses qu'ils vont passer, et en plus, t'as le destin en fin de match. Mais t'as déjà 4 matchs incroyables qui sortent de l'ordinaire. Et après, en championnat avec Naples, c'est pas Dans les 4 matchs, il y en a 2 ratés quand même. c'est ça. Ouais, mais t'as des émotions, Non, Didier. je te dis. Ouais, ouais. Oui, oui. Alors que t'as des émotions. 2 ratés sur 4. Alors que le PSG, tu vois, si ça avait été, PSG, ils sont parfaits hors Champions League. Sauf que contre le Real, on n'a pas vibré, on n'a pas eu d'émotion, on n'a même pas pleuré, on n'a pas exulté. Il nous a manqué l'émotion, il nous a manqué le cœur, il nous a manqué les tripes. Et malheureusement, la Juve fait la différence là-dessus. Moi, la différence, c'est que une seule, c'est le Paris Saint-Germain, ils claironnent trop, ils fanfaronnent trop, ils annoncent que la LDC en début. Donc tu es déçu. Moi, je trouve qu'à Milan, ils fêtent des titres. À la Juve. À la Juve, ils fêtent des titres. Ils sont humbles. Allegri, il incarne le travail, le sérieux. Tu les vois pas dire en début de saison, on va être champion. Ils savent que ça va être très compliqué. Et c'est la communication du Paris Saint-Germain, surtout, focalisée que sur la Ligue des Champions, avec Neymar et les stars, qui fait que tu es déçu, même si ils ont fait une saison aussi pleine. Bon, après, tu as raison sur certains matchs, mais ça, tu le maîtrises pas tout le temps. Mais moi, c'est leur position de communication qui me dérange. Oui aussi, Milan. Oui, tout à fait. Je pense que déjà ce qui a été dit, ça. on ne peut pas dire que Paris a raté sa saison, mais on ne peut pas non plus dire qu'ils l'ont réussi, puisque leur objectif annoncé, c'est d'aller loin, sans dire de la gagner, mais d'aller loin en Ligue des Champions. Plus loin que Ils d'habitude. dépensent, parce que visiblement les Qataris sont persuadés qu'on peut acheter la Ligue des Champions. Donc tous les ans, ils rachètent des joueurs, et ils virent l'entraîneur, si ça marche pas, on va reprendre un entraîneur, on va racheter un joueur. La Juve, elle est à un autre moment de son histoire, de son existence. Il y a la conscience de la difficulté de gagner la Ligue des Champions, c'est-à-dire qu'ils partent pas en disant on va la gagner, ils partent on va essayer d'aller le plus loin possible, puisqu'ils étaient en finale Le l'année PSG dernière. n'a jamais dit Et on va la gagner. Et puis, les dirigeants du PSG, Ils en parlent, mais je pense que la presse française, ils en parlent autant que le PSG. La Juve Je n'a suis pas. pas sûr que la presse italienne parle autant que la Bien presse sûr qu'ils voulaient française aller, en bien sûr disant qu'ils voulaient aller à le Kiev, machin truc. c'était ce qu'ils voulaient parce qu'ils avaient gagné ils ont perdu 2 finales en 3 ans Bien et que sûr, forcément ouais. ils ont envie d'en gagner une. Bien sûr. Mais dans la manière, dans l'histoire de la saison où Naples a fait une saison extraordinaire dans le contenu, la Juve a réussi quand même à les griller sur le fil en fin de saison alors qu'on les annonçait en fin de cycle avec des joueurs fatigués, avec un entraîneur qui est peut-être sur le départ. Gagner la coupe, à la limite la Coupe d'Italie c'est une compétition un peu à part pour les gros clubs, hein, ils sont particulièrement protégés en Italie, hein, c'est-à-dire que vous arrivez en quart de finale et puis vous êtes protégé en quart de finale, donc il faut gagner la demi en gros et puis la finale quoi. D'accord. Donc c'est pas c'est très fort d'en gagner 4 de suite, mais je pense que et puis il y a la manière, je suis d'accord avec Johan, c'est sortir comme ça contre le Real, comme l'a fait la Juve et sortir comme l'a fait le PSG, c'est-à-dire sans émotion sur le match retour, c'était terrible. On se dit, ils en sont encore au même stade qu'une année plus tôt, malgré avoir investi un demi-milliard d'euros au dernier mercato. C'est dommage, quoi. Moi, je pense que je suis d'accord sur le plan émotionnel par rapport à la Juve. Maintenant, il faut comparer ce qui est comparable. C'est que la Juve, c'est comme c'est indiqué, c'est une vieille dame. Le premier titre de la Juve en Ligue des Champions, vous le connaissez ? 85. 1985. Voilà, ouais. 1985. Et ils en ont fait avant. Et ils ont fait des finales. Et ils ont perdu X finales et plein de choses. Moi, par rapport à la communication du PSG globalement, je suis d'accord, mais je trouve que la presse française surfe sur ça et en fait des tonnes sur ça. Et est-ce qu'avec ça ils vont gagner? Et avec ça que machin, et avec ça que le truc. La presse italienne, c'est pas exactement la même chose. Et après, tu as la force d'une institution, la faiblesse d'une, ok, sur certaines choses, on l'a dit quand même tout au long de l'année. Mais la Juventus, ce sont des monuments, si tu veux. Tu vois, et le PSG est encore en apprentissage. Et ça durera encore un certain temps. Et il faudra peut-être un petit peu de chance, ici et là. Je néglige pas, et j'en parle toujours, tu fais une fixation sur Lo Celso, j'aimerais que tu fasses que tu aies la même puissance de fixation sur l'arbitrage à Madrid, qui a entubé dans les grandes largeurs
le PSG, tu vois. Le jour où la presse française sera comme ça, si tu veux, on sera aussi un pays de football où on défendra aussi les nôtres et des machins. Ouais. C'est comme la remontada l'année dernière. Non, mais la remontada, pareil. On a parlé. Oui, c'est un scandale. Mais si t'es pas aussi mauvais sur les 15 premières minutes, et tu défends pas à 11 mais s'il n'y a pas le scandale, mon ami, s'il n'y a pas le scandale, tu te qualifies. Tu comprends ce que je veux dire? Et la Juventus de Turin... Oui, mais tu te mets dans les situations de pouvoir être dépendant de ça. Ah oui. Alors que tu as gagné 4-0 à l'aller. Oui, d'accord. Tu dois jamais être dans cette situation-là. Oui, mais tu as gagné 4-0 à l'aller. Donc, Tu te mets peut-être dans des situations, mais à l'arrivée, tu te fais bien entuber. Et si tu mets la même énergie là-dessus, et la presse française, la même énergie pour voir, putain, mais les arbitres, ils nous prennent pour des imbéciles, parce que à un moment... Je veux dire, les choses peuvent évoluer. Après, le PSG... pour dénoncer. L'énergie, elle a existé pour dénoncer l'arbitrage. Oh putain, vachement. Après le match aller contre Madrid, où c'est dans les grandes largeurs, j'ai entendu, moi, des journalistes... Non, c'est subtil, t'en fais pas. Si tu rentres à 1-0 à la mi-temps, le mec, il est hors jeu à 1m50, faut pas prendre les gens pour des cons. Si tu rentres à 1-0 à la mi-temps, pour toi, tu peux gagner. Et ça change beaucoup de choses. La presse française, alors, elle a énormément de pouvoir. Hein. Je sais que moi, j'écris quelque chose, ça se passe dans la minute. Énorme. Mais c'est ça aussi l'apprentissage d'un grand club, c'est d'arrêter de pleurer sur la presse dès qu'il y a un truc qui va pas. Pourquoi le PSG pleure sur la presse? Elle en prend beaucoup. C'est moi qui parle de la presse. Tu as vécu en Italie. Le PSG a beaucoup pleuré sur la presse. Non, mais là, tu dis c'est la presse française qui n'a pas écrit ça, qui n'a pas écrit ça. Ça va. Le PSG, il est au-dessus de la presse française. Il doit gérer son projet sportif comme il le fait. Moi, je pense pas qu'on puisse acheter une Ligue des Champions. Il faut que tu prennes un entraîneur, que tu lui fasses confiance, que tu le fasses rester, même s'il la gagne pas une fois, deux fois, trois fois, que tu construises un effectif avec, par exemple, on va parler du 6, donc voilà, un effectif cohérent, plutôt que d'acheter là, et du coup, forcément, ça se retourne contre eux. Alors du bilan, ils n'ont pas réussi. Donc il fallait garder Emery. Bon, pourquoi pas? Si tu crois en lui, pourquoi pas? Parce que la presse française, c'est la presse française qui fait les entraînements. Mes amis. C'est déjà fini? Non, c'est pas forcément fini. Ça peut continuer. Bien sûr. Avec un autre thème, c'est Neymar qui divise. Aujourd'hui, dans Libération, Grégory Schneider nous révèle que Neymar a provoqué des tensions. Est-ce que tu crois que la presse française ferait un débat? Est-ce que, suppose que les choses soient inversées, si tu veux, déjà c'est intéressant, suppose que la chose soit inversée, c'est le PSG qui est allé un peu plus loin et qui a provoqué un petit peu plus d'émotion, et la Juve qui est machin. Est-ce que tu penses une seule fois, dans n'importe quelle télé italienne, mais dans le fin fond du truc, il y en a une qui dirait, est-ce que la Juve a fait déjà un truc du PSG? Donc déjà, respectons nos champions, ce qu'ils sont en train de faire, parlons des choses qui ne vont pas comme on le fait, mais sans en faire non plus une fixation, et comprenons que il faudra du temps et qu'il faudra... Il y avait une interview très intéressante d'Emery, je crois que c'était... Oui, je sais, non, parce qu'il y en a eu deux. Il y a eu une faite par un Espagnol, celui qui a fait le bouquin sur Guardiola, et une faite par Daniel Riolo sur SFR. Je crois que c'est là-dessus qu'il dit. Il faut un acte fondateur pour le PSG. Barcelone aurait pu l'être avec le 4-0, et si ça passe derrière. Après, tu tombes contre la Juve. Tant qu'il n'y aura pas ça, je suis d'accord, il faut de l'émotion, il faut quelque chose. Je pense que c'est un argument qu'on aurait pu employer pour le prochain débat. Vous allez voir. Neymar divise. Aujourd'hui, dans Libération, Grégory Schneider nous révèle que Neymar a provoqué des tensions au sein du vestiaire. Dans l'article intitulé dans le vestiaire du Paris Saint-Germain des trophées et des crises, le clan Neymar cherche à faire augmenter le salaire de son protégé pour la saison prochaine. Grégory Schneider a eu tous les honneurs aujourd'hui. Il était interviewé dans l'émission Quotidien présentée par Yann Barthès. Je vous propose de regarder un court extrait. C'est le bordel XXL à cause de Neymar. Un gros bordel. Voilà, c'est un très gros bordel. Pourquoi à cause de Neymar? Parce qu'il s'est mis, en fait, à chaque intersaison, ce qu'il faut essayer de comprendre, ce qui n'est pas facile, c'est qu'il crée, ou son entourage crée, les conditions d'une sorte de braquage. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il fasse une bascule d'une manière ou d'une autre, ou en changeant de club, ou en étant prolongé avec augmentation salariale. Donc, il joue les deux cartes, il fait monter un petit peu tout le monde dans les tours, et au dernier moment, où il s'en va, où il reste. Mais de son mercato. Il fait son propre mercato, c'est-à-dire qu'il se monétise, il essaie de pousser les pions à l'extérieur, à l'intérieur, et au dernier moment, il dit, bon, moi, je fais ça, ça ou ça. Et en clair, Grégory Schneider nous révèle que ce manège, donc Adrien Rabiot l'a appris et a pris un petit coup de sang en déclarant qu'il n'y en a que pour Neymar. Le cas Neymar est un sujet donc de division auprès d'Adrien Rabiot, mais au sein même du vestiaire. Alors Neymar fait-il plus de mal que de bien au Paris Saint-Germain? Habillage à l'américaine et nous allons prendre les dépositions. Vous répondez quoi, Philippe? Oui ou non? Plus de mal que de bien? Oui ou non à cette question? Je réponds oui, mais certainement pas pour les raisons que beaucoup vont exposer. Ok. Éric Blanc. Oui ou non? Non, mais moi je suis partagé. Ok, partagé. 50-50. 50-50-50.
50-50 aussi, Yoann Rioux? D'un point de vue sportif, évidemment, qui crée une différence énorme, c'est extraordinaire, mais dans les coulisses, tant qu'il ne dira pas clairement « je reste au PSG », il y aura toujours un doute. Ok. Mélisande Gomez? Plus de mal que... Non, Non. Oui et non. Oui et non, je suis partagée. Je suis Oui, comme Eric. partagé. Didier? Pareil aussi, le cul entre Il deux fait du chaises. mal et du bien et il va falloir régler le problème pour qu'il n'y ait pas plus de mal que du bien et qu'il y ait plus de bien que de mal. Ok. Donc j'attends certaines choses. Philippe Sansfourche, Alors oui. vous nous avez un peu allumé. Alors sur la lecture de votre du feuilleton de Neymar, là, lancé ou relancé par Grégory Schneider. Alors déjà, ce que nous explique Grégory Schneider est très juste, mais est-ce que ça se cantonne à Neymar? Est-ce que c'est pas ce que nous font Cristiano Ronaldo et dans une moindre mesure, mais quand même de temps en temps Lionel Messi, assez régulièrement au Barça? C'est à partir du moment où tu fais venir un joueur de cette dimension sportivement, mais avec tout ce qui va avec, il faut t'y préparer, il faut savoir créer les conditions de sa venue. J'ai l'impression que le PSG, et globalement même le football français, n'était pas complètement prêt pour l'arrivée d'un joueur de cette dimension avec tout ce que ça occasionne. Il suffit qu'il organise son anniversaire et tout de suite, il faut se positionner. Est-ce que c'est scandaleux? Il a fait venir une star. Le mec, c'est une star. Qu'est-ce qu'il fait sur le terrain? Sur le terrain, il fait 20 matchs, il y a 19 buts, 13 passes décisives. Point. Il est là, le gars. Il est là, il n'y a pas d'histoire. Donc, créer tout ce buzz autour, là, je trouve ça délirant. Maintenant, là où je dis qu'il fragilise un peu aujourd'hui, c'est que lui et son entourage, conscients de cette situation, en rajoutent un paquet. Et se mettent aussi en danger, parce qu'ils savent très bien que cette saison, ça va quand même être très compliqué, même si ils se sentent pas forcément dans les meilleures conditions au PSG. Partir cet été pour aller où? On sait très bien que le Real, c'est pas pour cette année. Cristiano est reparti, va pas revenir au Real. En plus, son image, elle est quand même un petit peu écornée à lui aussi. Donc, quelque part, il en rajoute quand même un peu. Il joue un peu trop le mauvais garçon, à mon sens. Sur Neymar, c'est vrai que les statistiques sont indiscutables. 20 matchs en Ligue 1, 19 buts, 13 passes décisives. Mais pour débriefer tous les matchs du Paris Saint-Germain ici sur ce plateau, il y a parfois eu des soirées où on a vu Neymar la jouer un peu trop perso, ne pas forcément donner les ballons. Alors voilà, alors là encore, ce qui se passe en coulisses, ça peut également se passer sur le terrain. Je pense que sportivement, après c'est un profil de joueur où il peut faire des différences individuelles, donc ça peut lui arriver de garder un ballon qu'il peut donner, ok. Mais je pense que sportivement, le bilan est difficilement attaquable sur ce qu'il a apporté au PSG sur le terrain. Et même en termes d'image, en termes de marketing, en termes d'exposition, c'est immense. C'est pour ça que c'est difficile de dire qu'il a fait plus de mal que de bien. Oui, mais alors là... Mais il a fait du mal. Moi, je suis d'accord avec Philippe, et c'est ce dont on a déjà parlé. Je pense que quand on prend un très grand joueur, il faut être un très grand club. Et que le PSG, il n'est pas encore, sur plein de... Il faut savoir le gérer, il faut savoir que dans le vestiaire, ça va créer des tensions, il va gagner plus que les autres, il va avoir des passes droits, il va peut-être, ce matin où il veut pas s'entraîner, on va lui dire à lui, c'est bon, tu peux rester aux soins. Et voilà, c'est comme ça. Il faut savoir le gérer. Et quand il se blesse au pied, c'est pas son père qui doit annoncer qu'il s'est opéré, alors qu'on envoie l'entraîneur au casse-pied parce qu'on vient de lui dire à l'entraîneur que peut-être il allait jouer. Donc là, ça, c'est pas possible. Mais c'est pas la faute de Neymar, ni celle du staff technique, c'est la faute de tout un club et on revient à chaque fois sur les mêmes problèmes. Donc il a fait du mal dans le sens où il a révélé les limites du PSG à ce niveau-là, au niveau des coulisses et de la gestion d'une méga star du foot. Mais c'est peut-être la faute de Neymar quand tu es venu pour justement les fameux matchs de Ligue des Champions. Là, c'est pas de sa faute, il se blesse, c'est le destin, on peut pas lui en vouloir si tu veux. Mais alors que tu as eu une augmentation substantielle, alors qu'on fait tout pour que tu sois heureux, que tu sois content, etc., etc. Avoir l'indécence, pour ne pas dire l'obscénité dans ces conditions, parce que je suis d'accord avec toi, les trois, ils le font tous, si tu veux. Alors on les connaît, on gère et tout, il y a une autre institution, il y a un autre truc, bon. Mais là, le mec, il a fait 30 matchs, il a fait des trucs, d'accord, mais en championnat, on l'a pas fait venir pour gagner le championnat. À la limite, on peut gagner le championnat sans lui, tu vois, tu prends Mbappé, tu prends un bon 6 à la place, mais peu importe. Mais je trouve obscène de demander une augmentation conséquente ou une prolongation de contrat avec machin truc, alors que le gars s'est blessé et que, ok, on l'engueule pas, c'est pas de sa faute, mais dans ces conditions-là, il fait gagner la Ligue des Champions, si tu veux, à Paris, où ils vont en demi-finale, il fait tout le tralala. Il la demande. Ça fait partie du jeu, tu le sais et tout. Mais là, dans les conditions actuelles, et là, j'attends le PSG, et c'est pour ça que cette arrivée de Tuchel, si elle est vraiment confirmée, parce qu'on me dit c'est fait, c'est pas ta... Tourelle, ah oui, oui. Il a quelques cousins
cousin anglais. Donc, c'est là. Alors, comment tu dis? Tourelle. Ouais, j'ai pas fait d'allemand, moi. Alors, Tourelle, j'attends parce que je trouve que c'est pas innocent quand même, et ça a été décidé par l'émir. Ouais. Ok? Pas par Nasser El Khelaifi. On lui a pas demandé son avis à Neymar, parce que tu penses bien que si on lui demande son avis, il va dire quoi? L'allemand, là, le machin, un truc. Ah non, ça c'est pas possible. Donc, ça montre que le PSG est passé outre Neymar, si tu veux, et c'est donc peut-être pour la première fois, et que Tourelle, lui, s'il vient, c'est qu'il a quand même certaines garanties. Ok, si à un moment il est un peu fatigué, il veut aller aux soins, peut-être, mais il va pas tout accepter. Et donc là, on va voir comment, si le PSG reprend le truc, et il m'étonnerait fort, du coup, quand je vois que Tourelle arrive, qu'il ait une augmentation et que tout se passe comme Neymar, qui fasse la chansonnette. Je suis d'accord avec Didier sur un point. Je pense que Didier va être d'accord aussi. Vous avez répondu plus de mal que de bien. Non, parce que là, on parle de champion. Et un champion doit se faire aimer par ses coéquipiers, doit se faire vraiment adouber. Et on va revenir à Maradona, comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Maradona, il joue pas avec l'équipe d'Argentine entre 82 et 85. Pendant 2 ans et 9 mois, il joue pas. Parce que, alors que Bilardo lui avait dit tu jouerais, mais à l'époque, on pouvait pas comme ça être libéré par les clubs. Sauf que pendant 2 ans et 3 mois et 9 mois, il n'a pas arrêté d'envoyer des télégrammes avant les matchs officiels. Il n'a pas arrêté d'appeler des joueurs, de prendre soin de les appeler. Comment tu vas? Il a formé une sorte de commando. Et en 86, oui, il gagne la Coupe du Monde parce que tu avais 10 mecs à côté de lui qui mouillaient, qui donnaient leur vie pour lui. Mais tous les partenaires adoraient. Voilà, et Neymar, il doit maintenant, il a marqué 43 buts, lui, il a fait 75 décisives, mais maintenant, fais-toi aimer, fais-toi, donne plus. Et là, c'est sûr que pendant son absence, pendant 2-3 mois, ok, évidemment, il a eu raison d'aller tranquillement se faire soigner. Oui. Mais moi, je trouve un petit geste, une petite déclaration, un petit truc, plus de générosité. Ouais, plus de générosité. On va conclure avec Éric Blanc. Non, mais il est au-dessus de l'institution. Pour moi, c'est un gros problème. Parce que le Paris Saint-Germain, vous l'avez dit, n'a rien gagné. L'obsession, c'est la Ligue des Champions. Parce que quand on règle le cas de Messi et Ronaldo à l'intérieur où il y a des discussions, ils ont déjà gagné sans Messi. Ils ont déjà gagné la Ligue des Champions. Il y a eu des stars qui sont passés et eux sans rien. Donc, et moi j'ai un peu peur qu'il est très loin d'être le Jean Gabin du vestiaire. C'est-à-dire que quand même notre ami Cavani dit qu'il faudrait être une famille, t'as l'impression que ça, c'est des mots qui portent. Et quand tu vois qu'il manque de leaders, et même certains vont peut-être partir et qu'il y aura une reconstruction, ce gosse de 25 ans que j'adore, et au niveau du football, c'est en Technicolor, triple XL sur grand écran, il n'y a rien à dire, ça ne suffit pas pour gagner la preuve qui est en finale, Liverpool. Est-ce qu'il y a une star? Non. À la Neymar? Non. Est-ce qu'il y a un entraîneur qui a les pleins pouvoirs sportifs? Oui. Guingamp-OM. Demain, l'OM ouvre le bal de la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1. L'OM devra faire 103 joueurs. Rami, Rolando, Luis Gustavo, voici la défense centrale que pourrait ou que devrait proposer Rudy Garcia en Bretagne. On vous a mis Camara et Grégory Sertic. Alors faut-il être très inquiet pour l'OM à Guingamp? 3 chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un 2 contre 1. Jingle. Il y a une paire Blanc-Riou. Ouais, vous êtes très inquiet. Ouais, Boca Junior, le champion en titre. D'accord. Martine Palermo va commencer face à vous. Attention, le défenseur Philippe Sansfourche. Tu me fais signe au bout de 20 secondes, Mémé? Oui, d'accord. Non, mais si... Ouais, c'est ça. Tu Non, s'il est bon, laisse-le. Non, c'est généreux. Si, j'ai confiance en toi. Le seul mec qui a confiance en toi. Oui, Eric, et s'il est hors jeu au bout de 5 secondes, on l'arrête aussi. On Johan, allez, demandera la vidéo. Oui, alors ils disent quoi, eux? Oui, ils sont très inquiets pour l'OM. Il y en a 2 qui sont inquiets, c'est Philippe qui n'est pas inquiet. D'accord, on y va. Alors oui, il faut être inquiet parce que tout simplement, tout Marseille, l'OM ne pense qu'à mercredi. Mercredi, c'est un moment, peut-être l'un des plus grands moments de l'histoire de ce club. Tout est obsédé à Marseille par mercredi. On pense qu'à Atlético Madrid, on pense qu'à aller à Lyon, on pense qu'à Aulas, et c'est légitime. Et je comprends, c'est la chasse aux billets. Tout le monde veut y être. Et qu'est-ce qu'on va faire mercredi soir à Marseille? Et c'est une obsession. Et forcément, c'est humain. Guingamp demain, oui, ok. En plus, mercredi, tu peux gagner ta place directement en Ligue des Champions. Déjà, c'est fini. Tu peux déjà gagner la Ligue des Champions. Voilà, donc c'est terrible. C'est terrible. Philippe Sansfourche. Moi j'entends, mais là on est en train de parler des absences qui sont effectivement importantes. Mais je crois que l'OM est porté par quelque chose là qui dépasse les absences. On l'a vu contre Nice, ils ont pris un but en début de match. Je pense qu'il y a quelques temps, ils l'auraient perdu ou ils auraient fait un match nul. Ils ont réussi à aller au-delà. Moi j'ai le sentiment que ces absences, elles sont effectivement préjudiciables, mais contre une équipe de Guingamp qui a quand même plus grand chose à jouer, il y a un moment, il va y avoir des duels, il va falloir aller au charbon, et là Marseille va y aller. Guingamp, je suis pas sûr qu'ils y soient, donc moi je suis pas plus inquiet que ça pour l'OM.
On peut être Eric Blanc. inquiet quand même, c'est des titulaires, la défense centrale, et même si Guingamp, vous me dites qu'ils sont en claquettes, ils vendent les chouchous, les beignets, ils n'ont plus rien à espérer, mais ils vont jouer devant leur public pour bien clôturer. Et il n'y a pas que les absents. Quand tu joues 3 jours après, c'est un luxe de faire reposer. Tout le monde fait l'impasse en règle générale, et les Thauvin et les Payet, ils veulent pas se blesser. Et la Coupe du Monde arrive. Alors moi, je suis inquiet. 12 secondes, 52 centièmes. Avez-vous d'autres arguments, Philippe? Ils sont bercés dans ce truc depuis quelques semaines que la Ligue des Champions, c'est hyper important pour le club. Ils le savent. Et on voit bien la façon dont ils jouent les matchs. Ils y mettent énormément de cœur. Et moi, je pense qu'ils lâcheront pas et qu'ils savent qu'ils ont 2-3 finales à jouer. Ils vont jouer 3 finales. Ok, compte Twitter de l'équipe du soir. 2 contrats, l'objectif c'était de rallier la Ligue des Champions, soit via la Ligue Europa, soit via le championnat. Oh là là! On m'envoie le jingle, compte Twitter de l'équipe du soir, 2 contre 1, on vous laisse évidemment le temps de la publicité pour trancher. Et puis juste après, le président Roustan va avoir 5 minutes là pour rendre son verdict. Un verdict pour une fois express. Ou pas? À tout de suite. Dernière partie de l'équipe du soir en compagnie d'Éric Blanc, de Yoann Rioux, de Mélisande Gomez, de Philippe Sansfourche, le président a du boulot, a du pain sur la planche. Il doit trancher un 2 contre 1 au sujet de Guingamp OM dans quelques minutes. Et Guingamp OM, demain donc l'OM ouvre le bal lors de la 37e journée. Donc Rudy Garcia est obligé de bricoler sa défense centrale avec les absences de Rami Rolando, Luis Gustavo. Faut-il être très inquiet pour l'OM à Guingamp? Oui, m'ont répondu le tandem Blanc-Rioux. Non, pas plus inquiet que ça pour Philippe Sansfourche. Aujourd'hui, les Marseillais sont portés par quelque chose qui les dépasse même, cette finale de Ligue Europa. Président Roustan, vous avez écouté les arguments des uns et des autres. Bah vous tranchez pour qui? Non, même si je suis d'accord avec Philippe sur le fait qu'il soit porté par quelque chose, là, ils seront à 4 jours de la finale, donc quelque part, tu joues pas de la même façon dans les contacts, les chocs et tout. Il peut y avoir 5 jours. Une petite forme d'inquiétude. Moi, je me souviens quand 6-7 jours avant le Saint-Etienne en 76, la fameuse finale, tout ça et tout, ils jouent contre Nîmes. Bon, à Nîmes en plus, c'est terrible. C'était des tueurs. Et tu as Rocheteau blessé et Farison, et ça a été un enfer, quoi. Ça a eu des conséquences terribles. Là, je te rejoins aussi, enfin on en a parlé pendant la pub, Guingamp c'est une équipe joueuse, et c'est une équipe qui met pas de coups, alors même si ça y aura un sentiment de fête, là, le dernier match, etc. et tout, donc s'ils perdent, c'est pas un drame, ça voilà. Alors que l'OM, donc très inquiet, peut-être pas très inquiet, mais un petit peu inquiet, tu vois quand même, alors, Camara, Sertic plutôt. Contre Nice, ça s'est bien passé, mais tu vois, tu es porté, ils ont pas arrêté de pousser, il a pas été vraiment mis en difficulté, tu vois, quand ça va aller à 1000 à l'heure, tout ça et tout. Monaco a perdu 3-1 récemment à Guingamp. C'est-à-dire que c'est un match où, le dernier match à l'extérieur, c'était un partout quand même à Angers, tu vois. Ouais. Mais Angers est une équipe plus rugueuse quand même, donc, qui te bouscule plus. Donc pas très inquiet, mais inquiet. Donc le peuple décidera. Ah, le peuple décidera. Tout ça pour ça. Mélisande Gomez, pour l'équipe, vous suivez l'Olympique de Marseille. Quand on met Sertic Camara, c'est les dernières tendances du moment, c'est les téléspectateurs, là, fans de l'OM qui, c'est ce qui se dégage. Oui. Ok. Il n'y a pas énormément de choix, hein, donc. Non, il y avait Abdenour aussi. Moi, je suis pas très inquiète, mais un peu inquiète. Je suis comme Didier. Mais très inquiète, non. Effectivement inquiète parce qu'il manque des joueurs, un joueur clé qui est Luis Gustavo et qu'il sera ni en défense ni même au milieu. Je pense qu'avec une charnière Camara-Sertic avec Luis Gustavo devant, ce serait un peu plus rassurant. Mais je pense aussi, je suis d'accord avec Philippe, il y a eu ce match nul à Angers, mais qui était entre 2 matchs, les 2 matchs à Salzbourg, et du coup, il y avait vraiment de la fatigue et il y avait encore, c'était une semaine entre la demi-finale. Là, ils ont eu du temps pour se préparer. Et puis, en général, après les matchs de Coupe d'Europe, on les a vus à Nice le week-end dernier, où là aussi c'était un match très piégeux, contre Nice au Vélodrome, où il y avait la fatigue, ils avaient eu 120 minutes à jouer. 3 jours avant, tout le monde avait gagné avant, il y avait de la pression et finalement, ils font un très bon match, y compris dans le contenu. C'est-à-dire que la fatigue, les absences, au bout d'un moment, on ne le sent plus trop, pas à ce stade de la saison. Moi, j'étais plus inquiète pour l'OM il y a un mois ou 2 sur la fatigue. Aujourd'hui, on les sent dans une dynamique. Je pense que ce sera compliqué, comme ça a été compliqué à 3 quand ils gagnent 3-2 à la fin sur le but de Thauvin, comme ça a été compliqué sur d'autres matchs après la Dijon, même à 5 minutes de la fin, tu vois. Mais je pense que ça peut passer quand même sur la dynamique, quoi.
En classement, Marseille, il y a un moment donné, Marseille est combien en classement? Marseille est 4e. Non, parce que c'est vrai qu'on est porté par la Ligue Europa. Marseille, quand même, à Salzbourg, ils sont à la rue pendant 89 minutes. Et bravo à eux en fin de match. Et attends, et en Pas face. 89. Il y a un mauvais passage de 20 et après ils reprennent. C'est ça. Et attends, et en plus, il y a un adversaire. Le Guingamp, c'est pas des clowns. Guingamp, on sait très bien que le Roux-de-Roux, c'est le cimetière des éléphants. Ils ont quand même battu 2 fois l'immense Paris Saint-Germain en 2014 et 2016. Là, il reste quand même le match contre Monaco. Je sais pas parce que je suis supporter de Guingamp, ça a été un match extraordinaire. Ils menaient 3-0. Est-ce que le fait que ce soit un match un peu festif, tu reçois Marseille presque, tu leur fais une petite haie d'honneur, entre guillemets, c'est le dernier match de la saison, il fait bon, il fait truc, est-ce que ça va pas arranger un peu l'OM, tu vois, plutôt que... Moi, je pense, oui. Ah bah, non, Ça fait partie de la réflexion. attendez, Eric est pas Moi, d'accord je avec ne vous, pense pas, président. parce que c'est qui l'entraîneur? Camboiré, je parle pas, il n'a pas envie de fausser le championnat. Non, il veut gagner, on est d'accord. Je termine. L'éthique, il y a quand même au coude à coude avec l'OL, donc il va dire à ses joueurs, faites-vous plaisir. Les mecs, c'est le dernier, ils jouent l'OM, t'as envie de les farcir. Moi, je te dis sincèrement, j'espère que l'OM va s'en sortir, mais il faut gagner, pas un match nul. Non, gagner. Un match nul les plonge. Et la Juve, le Real Madrid, quand ils vont en quart de finale à la Juve, le Real, il y a 7 joueurs, moi j'ai regardé, dont Ronaldo au repos, Zidane fait souffler. Eux, la Juve, tu les as vus fatigués en deuxième mi-temps, terminés à 10 contre 11. Ils ont dû jouer 4 jours avant le Milan AC 3-1 pour le titre. Eh ben, ils étaient pas frais. Tandis qu'au retour, quand ils vont là-bas, qui joue 3 jours? Real Atlético de Madrid. Et la Juve, j'ai vu 7 joueurs au repos, ils étaient plus frais à Madrid. Tout ça pour dire que normalement, tu dois avoir de la fraîcheur, tu fais souffler tes mecs avant un grand rendez-vous, et comme je dis, il faut arriver comme un toxicomane. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Il faut laisser tomber le... Non, ils ne peuvent pas, mais je suis très inquiet, parce que dans ta tête, tu ne peux pas jouer un match à fond quand tu veux pas être blessé. Et les deux, ils se font souffler puisqu'ils sont suspendus. C'est les 2 joueurs qui sont les plus fatigués dans l'effectif. Ok, mes petits. Non, mais on verra si les autres vont jouer à fond. Mais on a gagné. Ah bon? Ah ouais, Je crois qu'on a tous les records aujourd'hui. Pas besoin de faire les beaux. Mais je fais jamais le beau. 53, vous êtes bon. Mais combien de points, 53, chef, lui 47. Je sais pas, énormément. Vous serez payé ce soir. Rassurez-vous, mon Hugo. Bravo. Paris Saint-Germain sanctionné. Paris Saint-Germain sanctionné dans l'équipe du jour. Je gagne jamais de un peu à la fin. Paris Saint-Germain sanctionné. Dans l'équipe du jour, Arnaud Herman nous révèle que Paris sera sanctionné par l'UEFA dans le cadre du fair play financier. Comme en 2014, Paris devrait payer une amende. Son recrutement pourrait être encadré. L'instance subit également, dans l'article d'Arnaud Herman, des pressions de la part des grands clubs européens, la Juve, le Barça, le Bayern, ce qui explique aussi les sanctions frappant le club parisien. Alors Paris est-il coupable ou Paris est-il victime du lobbying des grands clubs? Coupable. Coupable. Ah oui, coupable. Ouais. Parce que déjà, ça a commencé en 2014 déjà. Il faut savoir que le Paris Saint-Germain et Manchester City, au printemps, ont été quand même lourdement sanctionnés pour un truc totalement bidon le truc de l'Office touriste du Qatar. Ça avait été évalué à 200 millions d'euros. Évidemment, c'était absolument bidon. C'était finalement, après, ils ont trouvé un accord à 100, sauf que c'était pas 100. Et surtout, c'est que déjà, à l'époque, quand même, ils avaient pris cher puisque pendant le mercato 2014, ils avaient eu le droit qu'à une seule recrue, disons, à 55 millions, ils avaient réussi à avoir David Luiz à un peu moins de 50. Sauf que, c'est trop facile d'accuser le voisin, quoi. Enfin, si moi je chaparde une pomme dans le voisin à côté, et si finalement le voisin dit ouais mais c'est la faute de Monsieur Rioux, mais c'est quand même moi qui a volé la pomme, c'est moi qui a chapardé le pomme. Et là ils ont pris trop de risques, tu te rends compte? 400 millions, ils ont provoqué les grands, ils se sont invités à leur table, et tu te rends compte que c'est pas possible. Et là tu te rends compte, t'as le Mbappé, c'est un prêt, c'est-à-dire qu'ils ont bidonné un prêt avec option d'achat qui est totalement, tu vois, c'était lié en plus d'option d'achat à le maintien du Paris Saint-Germain. Ils ont flirté avec toute la. Non mais le fair play financier leur a dit que c'était pas un prêt différé, qu'il fallait les mettre sur les comptes. Ils en ont tenu compte. Non, ils en ont pas tenu compte en disant non, les 180 millions, c'est à mettre au crédit cette saison sur votre exercice comptable. Si l'UEFA n'agit pas, c'est Javier Tebas, nous serons obligés de nous plaindre auprès de l'Union européenne. Ce n'est pas que je le crois, c'est que je suis sûr qu'ils trichent. Karl-Heinz Rummenigge, Bayern Munich, pour eux, pour leurs propriétaires, l'argent n'est pas un problème. Vous ne leur ferez mal que si vous les excluez des compétitions ou leur enlevez les points. Alors, à l'origine, ce fair play financier lancé par Michel Platini était là pour rassainir les finances du football. Mais les grands clubs ont-ils un peu détourné, instrumentalisé pour conserver leur mainmise? Ça arrange les grands clubs. Ça fige un peu les positions. Ça arrange les grands clubs, le fair play financier. Le côté, il y a un complot contre le PSG.
La question est de savoir si les règles du fair play financier sont bonnes ou pas. Mais les règles, elles existent, et si le PSG les contourne, ils seront sanctionnés. C'est pas parce que la Juve et le Bayern ont demandé des sanctions, si le PSG avait rien à se reprocher, ils risqueraient rien. En revanche, on peut se demander si le fair play financier, ça n'a pas tendance effectivement à figer les positions et à arranger les anciens grands clubs, enfin les historiques qui n'aiment pas voir arriver un nouveau riche, et du coup qui sont bien contents d'avoir ces règles-là. Eux, ils ont 30 ans devant eux, c'est un boulevard pour eux. Hein. Parce que si demain quelqu'un de très riche, un milliardaire veut prendre un club, je veux dire, je sais pas, même en Roumanie, tu vois, le Steaua Bucarest et le remonter, et le gars a des moyens. C'est pas possible, puisque tu dois générer autant d'argent que tu as de rentrée. Donc c'est totalement impossible. Donc eux, les 4-5 équipes, là, c'est un boulevard. Après, et eux, ils vont le tenir. Philippe Sanfour. Ce qui est certain, c'est qu'il faudrait pas non plus que ça occulte le fait que le PSG a extrêmement bien travaillé depuis maintenant 5 ans, parce qu'on parle beaucoup ce soir et depuis quelques semaines de ce qui ne va pas dans la gestion de l'institution, mais sur le plan du travail commercial, marketing, la façon dont ce club a été structuré, l'accueil au Parc des Princes, tout ça est géré de main de maître. Et là, pour le coup, ils génèrent des revenus bien supérieurs à ce qu'ils avaient avant, mais comme dans le même temps, ils dépensent de manière stratosphérique, on s'en rend moins compte. Maintenant, tout a été calculé. Il y a eu des débats multiples à l'intersaison l'an passé, parce que tout le monde n'était pas d'accord sur ces investissements, mais en même temps, tout le monde se rendait bien compte que l'opportunité de faire Neymar et dans la foulée de pouvoir boucler Mbappé, ça se présente pas non plus tous les 6 mois. Donc c'est un risque qui a été pris. Ils en étaient parfaitement conscients. Et aujourd'hui, ils vont évidemment faire comme s'ils étaient surpris s'ils sont attrapés. Mais tout le monde était conscient que ce risque était pris et ils l'ont pris. Excusez-moi, mais tu dis qu'ils travaillent super bien. Pourquoi alors ce club dépend aujourd'hui de ce contrat de sponsoring encore avec l'office de tourisme du Qatar, dont on sait très bien que c'est bidon. Ils ont se fait évaluer. Moi, je veux bien qu'ils sont extraordinaires et tout, mais sauf qu'ils n'ont pas de... Parce qu'ils ont besoin de rajouter un petit peu pour Didier, si tu veux devenir un grand club, à un moment donné, c'est compliqué si tu respectes strictement les règles, puisque de toute façon, tu ne pourras jamais investir dans le capital sans te faire taper sur les doigts par l'UEFA. J'ai une question plus large à vous poser à ce sujet. Une question, Liverpool, c'est pas le budget le plus important, il fait quand même 400 millions, il va en finale. Ça veut dire mais attends, mais déjà, tu prends 200 avec les droits de télé. Je termine quand même. Ils ont fait 200 millions côté à 100, c'est tombé à 50-75. Le vrai coût du truc, j'ai lu un article dans l'économie, donc ils ont triché énormément. Au-delà des 400 millions, qui a dépensé un jour d'un seul coup 400 millions? Personne. Mais à un moment donné, même un enfant de 10 ans qui comprend rien, il dit d'où sort l'argent? Tu regardes, 45 000 spectateurs, le stade le plus petit d'Europe, pratiquement, je plaisante. Oui, mais alors, par rapport, attends, la billetterie, j'arrive, en marketing, etc. Mais Arsenal, c'est très très cher. Non, mais même, ils sont en dessous. Pourquoi tu veux qu'ils veulent creuser? Pourquoi tu veux qu'ils veulent chercher 15 000 places au Parc des Princes de plus? C'est qu'ils ont un besoin d'augmenter les ressources financières en marketing, en recettes billetterie, etc., etc. Tout ça pour dire moi, tout ça pour dire, je suis content qu'ils soient à la table. Ils les ont fait venir autour du buffet. Ils touchent pas encore au gâteau, mais ils n'ont pas peur de prendre la cuillère et taper. Après moi, le déluge, on verra, puisqu'ils ont fait mis quand même 400 millions. Ils ont dit merde à tout le monde. Et j'ai vu un petit tweet, et je suis désolé de parler du Barça, sauf que le Barça, quand il claque 140 Coutinho et 100 Dembélé, il en a pris 220. C'est-à-dire que les comptes, là, quand on dit 145 Dembélé, ils sont à 200 millions, ils sont à plat. Mais le Barça, ils n'ont jamais triché sur les gosses, sur les machins. Le Barça, ils sont parfaits. Ne touche pas au Barça. Non, les coups foireux du Barça. Là, Didier. Alors après, s'ils doivent être sanctionnés, de toi. Non, Didier. Non, il l'a pas dit. Non, je m'en vais. Tu me laisses 20 secondes. 20 secondes, réponds. Allez, 20 secondes. 20 secondes. Allez, je compte. Le Barça, bien sûr, a triché. Mais ils ont été sanctionnés 400 000 euros, interdits de recrutement pendant 6 mois. Et ils ont validé. Alors arrêtez de me dire qu'ils n'acceptent pas les sanctions. Et moi je dis, est-ce que quelqu'un a dit qu'ils n'acceptaient pas les sanctions? Je n'ai pas dit ça. Non, mais toi tu dis rien. Non. Comme les journalistes. Non, t'as un double discours. Tu viens de lui dire. Tu lui dis, hop, moi je dis la moitié de ce qui est. Tu es pareil. Moi je dis que le Barça ne donne pas de leçons. Didier, tu godis. Bravo, 20 secondes, bravo, vous avez respecté votre temps. Pas chaud, hein. Mercato Pogba. José Mourinho a parlé du futur de Pogba, fan de Manchester. Rassurez-vous, il reste. Regardez ce qu'a dit José.
Je crois que Pogba va être ici la saison prochaine. C'est mon sentiment. Je peux garantir que je n'ai pas envie qu'il parte, que le club n'a pas l'intention de le vendre et que nous n'avons été approchés ni par lui, ni par son agent, ni aucun club. Bon, bah, je crois qu'il va être ici la saison prochaine. Y aura-t-il cet été? Pas de feuilleton Pogba. Mais il y en a déjà un. Là, il est lancé. Ah, là, il est lancé. Bah, quand Mourinho dit je crois qu'il sera là. Je crois. Donc Hein on est déjà dans le feuilleton Pogba, On est dedans clairement. Ouais. Bah oui, Ok. sinon déjà il n'est pas très catégorique. Et puis même s'il avait été plus catégorique, ce serait déjà le feuilleton Pogba. Évidemment qu'on va se poser la question, que le feuilleton va peut-être durer. Il est trop tôt pour dire qu'il n'y en aura pas un, puisque en plus il y en a déjà un. Donc ça ne veut pas dire qu'il va quitter Manchester United, mais ça veut dire qu'effectivement son nom va circuler. On sait qu'il y a City, on sait qu'il y a la Coupe du Monde au milieu, on sait que ses rapports avec Mourinho ne sont pas tout à fait idyllique. Donc tout ça va entretenir un feuilleton Pogba. Ce soir d'ailleurs il a joué, match nul 0-0 Manchester United contre West Ham. C'était à Wembley. Il a joué, peut-être une image si elle est montée. En tout cas pour l'information, c'est que Manchester City avec ce match nul 0-0 un peu piteux est assuré de terminer dauphin. C'était à Wembley, tu crois? Non, pas à Wembley. Stade Olympique. Ah non, Stade Olympique, le stade de West Ham. Pardon. Pogba, Raiola, Mourinho, Mendes. En coulisses, certains disent que finalement l'inimitié entre Pogba et Mourinho, ça vient d'une lutte d'influence déjà des agents. Voilà. Donc, est-ce que vous avez entendu ça? C'est Mourinho qui a voulu que Pogba revienne à Manchester. C'est lui qui, quand il a signé, il avait envie que Pogba revienne. Peut-être par une vieille inimitié qu'il a lui avec Alex Ferguson, qui voulait faire de Pogba la star qu'il n'était pas devenu la première fois. Donc je suis pas sûr que ça vienne de là. Je pense que c'est les méthodes de travail de Mourinho qui peuvent être assez rigides, son management qui peut être assez compliqué pour certains joueurs. Et je pense que rien n'est inéluctable non plus dans cette relation. Peut-être que ça a été compliqué à un moment, ça l'a été. Peut-être que ça le sera moins. On a déjà vu Mourinho récupérer des joueurs avec qui il avait eu des sacrées prises de bec par le passé. Donc c'est aussi son caractère à Mourinho. Il aime bien un petit peu de répondant dans son vestiaire. Tiens, pour préparer l'émission avec Nicolas Sarkozy, la 2000e, j'avais vu que Nicolas Sarkozy, à un moment, fait un peu de lobbying. Il aimait bien Pogba pour jouer au PSG. Pogba PSG, Didier, Eric... Tout dépend du fair play financier déjà. Ouais. Parce que là, ils peuvent rien faire, ils sont bloqués Moi, dans les décisions. je suis vraiment contre. Contre. Ah oui. Parce que, si tu veux, enfin, moi je trouve que ça serait dommage. Le PSG devient un peu, avec Neymar, Mbappé, par la force des choses, un club à paillettes, si tu veux. Bon, moi perso, c'est pas mon truc. Ouais. Si tu rajoutes Pogba là-dessus, Là, c'est... alors là, bon, là, Tu préfères Lo Celso, toi, Didier? Là, c'est... non, mais je veux dire, mais Lo Celso, je trouve que c'est un bon joueur. Non, mais il est titulaire en équipe d'Argentine, c'est Lo Celso. Je trouve que si tu as Mbappé, 23h51, Neymar, là, la relance dans l'axe de Mélisande Gomez, Ah oui. qui est en train de chauffer notre président sur le Celso. C'est Non, mais titulaire à Madrid, je le rappelle. Hein. non, mais je veux dire, Pogba au PSG, alors là, bon, Ok. tu vois, autant au Real Madrid, il y a eu l'époque de, mais il y avait des Galactiques, mais je sais pas, il y avait une curiosité, si tu veux, tu vois, Zidane, Figo, Raoul, tout ça, bon, ils ont réussi à arranger. Mais là, au PSG, je le sens pas du tout. Ok. Non, puis Raiola, pour le coup, a moins d'influence au PSG qu'il n'en avait il y a quelques saisons. Avec Zlatan Non, mais- Ibrahimovic, il a Verratti. Hein. Non, mais Il a Verratti dans son... Oui. Non mais le PSG, l'entraîneur, et à lui de choisir ses joueurs, quoi, parce que là c'est glamour, sexy, mais on a l'impression que c'est une constellation de stars. Faut quand même faire une équipe et protéger les équilibres. Je dis pas que Pogba peut pas jouer avec Neymar, tout ça, mais c'est compliqué. Mais moi, pour terminer sur Mourinho, Le profil de joueur. Mourinho, PSG, je sais une chose, c'est ça pas dit qu'il décent, récupérait des joueurs, mais moi je suis inquiet. D'abord le style de jeu. Je trouve que Pogba, il est en dessous de sa valeur. Et puis à Chelsea, de mémoire, il était De Bruyne qui valait rien, et Salah, ils ont dû partir eux pour retrouver un élan dans d'autres clubs. Salah est allé à Rome et De Bruyne est allé à City. Donc c'est fou que ces joueurs-là, avec Mourinho, n'ont pas trouvé leur place. Ok. Mais c'est pas un bâtisseur, Mourinho, c'est pas un formateur, quoi. Oui, Tu mais vois, enfin, lui, ça il fait veut- peur il veut quand de- même. Oui, bon. Discutons. C'est de grands joueurs quand même. Oui. Bien sûr. Il avait du gros à ce moment-là qui était tout de suite, je veux dire, en activité. Et il n'avait pas la patience d'attendre Salah et De Bruyne qu'ils arrivent à maturité. Ok, mes petits. La menace. Ça marche, hein. Après Wenger, la shortlist pour remplacer Wenger se réduit, s'affine. Les trois survivants donc, dans cette course à la succession, Massimiliano Allegri, Mikel Arteta et Patrick Vieira.
Faut-il faire campagne pour Patrick Vieira, habillage à l'américaine? Et on y va. Philippe Sansfourche, vous me dites oui ou vous me dites non? Ah, je dis oui, moi. Oui. Éric Blanc? Et oui. Oui. Johan? Non, Thierry Henry forever. Forever. Mélisande Gomez? Pourquoi pas, ouais. Why not? Ok. Didier? Moi, je pense qu'Allegri, voilà. C'est mieux? C'est mieux? Non, je trouve dommage qu'Arsène n'ait pas préparé sa succession. Ouais. Moi, je trouve dommage, pareil pour Ferguson, tu vois que c'est mastodonte, il a toujours à sa droite, il a eu pas de rail pendant 100 ans. Ça pas le faire. Ils C'est sont pas tellement programmés difficile pour. de partir que d'en plus devoir préparer choisir le gars qui est derrière toi, ça doit Ouais, être mais vraiment, je trouve que ce sont des clubs et un jeu, si tu veux, une philosophie particulière. Et Arsenal en fait partie. Et c'est dommage pour ce club qu'il aime tant, mais c'était peut-être difficile pour lui de tout faire. Mais... Si ta femme te quitte, tu vas pas aller lui chercher son nouveau mari non plus, quoi. Non, mais C'est un peu ça. non, je trouve pas. Non, parce que tu sais que ta femme, elle va te quitter, que tu vas être obligé de partir. Bah oui, mais ça c'est fait pas la plaisir, même chose. quoi. Entraîneur Eh aussi, ben, c'est programmé je pour veux ça. dire, Mais si tu l'aimes, aimer, c'est aussi ça. Si tu l'aimes, tu penses à son bonheur, et moi, ça me dérange pas. Si je sais que je vais partir, je préfère qu'elle soit avec un bon mec mec. super et un gars bien, plutôt qu'avec le gars Vieira, ouais, avec Allegri, alors. et un salopard, si Non, tu veux. en fait, non, mais Bah ouais. non, la comparaison est inepte. Ouais. Parce que, franchement, choisir son successeur, non, c'est pour un club d'accord, mais pas pour sa nana, non. Si tu sais que tu vas partir... tu vas partir, tu vas mourir. Non, mais... Non, pas mourir, non, mais tu vas partir parce que c'est comme ça. Ouais. Non, mais parce que tu es Ah, mais comme si ça. c'est toi qui la quitte, ça Donc, compte et donc, pas, hein. Non, c'est pas toi qui l'as dit, tu sais que l'histoire fait que voilà. Donc Didier, vous choisissez le successeur. Ça sera... Je choisis Philippe. pas, je préfère sera qu'elle Johan. soit avec quelqu'un de bien, Ouais, oui, mais bon. c'est après tu peux pas choisir, c'est Ok. c'est elle qui choisira. Mais en l'occurrence, Ouais. je veux dire, là il peut arriver un mec, tu as vu comment ça se passe avec Manchester United, quoi. Je veux dire, tu as eu Moses, je suis désolé parce que je viens d'avoir... Il y a Patrick Vieira qui regarde l'émission, puis il aimerait bien savoir qu'on réponde à la question. Moi, j'aimerais bien que ce soit un ancien gunner, si tu veux. Dans ce sens-là, Et la Patrick légende Vieira, absolue. Non, mais toi, c'est il y a En plus, Henri, déjà, Nous, quand c'est même. Vieira. En plus, Henri, vas-y, excuse-moi, j'ai beaucoup parlé, vas-y. Mais non, Mais t'as si, pas d'accord. parlé. Moi, je parle alors. Pas Non, le non. truc, c'est que Thierry Henry, tu vois, là, je pense qu'il faut déjà un jeune. Il faut la jeunesse. Patrick, il est- Ouais, non, mais c'est bien, mais il faut la transmission. Thierry Henry, là, en plus, il fait comme du bon boulot avec la Belgique, dans un rôle qui n'est pas anodin du tout. Il fait le boulot sérieusement. Il est extrêmement bien On formé. peut pas comparer. Ah, mais il est juste Il entraîneur des a attaquants, sans il est doute la confiné, stature, si tu veux, pour être Oui. entraîneur d'un grand club de première ligue et pourquoi pas Arsenal, puisque ça a été un bébé gunner. Mais je veux dire, entre s'occuper des attaquants et leur donner un peu la Ouais, confiance. mais dis, t'as pas envie de le là, voir, toi, lui qui Ah, mais moi, lui qui est j'aimerais- déjà entraîneur depuis l'âge de 12 ans, lui qui a une philosophie quand même. Moi, ça me donne. Non, mais que ce soit Henry ou Vieira, je préférerais voir un ancien grand gunner à la tête Ouais. d'Arsenal que quelqu'un qui arrive comme ça, si tu veux. Voilà. Vous avez C'est commencé après- par Allegri, oui. Non, mais j'ai si on dit Vieira, qu'Allegri moi, était d'abord, bien placé. Pour une fois J'ai pas dit qu'on que je va le avoir souhaitais. un ancien joueur accéder de la maison, Vieira, c'est le Made in France, le label rouge, Captain America, il a eu la green card par Obama. Il faut être sérieux, il connaît tout, les instructions. Il a entraîné les Under 21 à City pour aller après Les Under 21. En rugby, c'est ce qu'on dit, les moins de 21 Ah, les moins de pendant 3 ans. 21. Et après, on l'envoie aux Tu peux États-Unis. dire moins de 21. Non. Non, ça Je fait- parle de Under 21. Les Under Je suis aux 21. États-Unis, je suis à Très bien. Arsenal, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est c'est moins de les Under 21 ans. 21. Bon. Parce que t'es sur la télé française, en fait. T'es pas sur la BBC. Bon, donc, et ça fait 3 ans qu'il manage. Comme un peu a fait de loin, mais à Madrid Zidane, Ouais, un peu. les Comme jeunes, Guardiola, l'académie, Barcelone. il a fait 2 ans chez les, maintenant il est à New York City, il revient, mais faut s'en féliciter si c'est lui. Et même, il peut avoir un lien direct avec Arsène, le fameux passage en dehors qu'on connaîtra pas, l'appeler, Bien essayer sûr, de lui oui, donner oui. des tuyaux, parce que Arsène serait flatté, je suppose, d'avoir Vieira. Et qui te dit s'il n'est pas con Vieira, mais là, je connais pas la relation, et il emmène Titi dans ses valises. Alors là, il y a un problème d'ego. Pourquoi Ah oui, non, là, ça marchera pas. Ça marchera pas. Ça marchera pas. La phrase de trop, Eric. Là, Là, le-